Quand on est dirigeant, il y a un truc qui est fantastique. J'ai une chance incroyable. C'est que je choisis les gens avec qui je vais passer mes journées. Et donc si en fait j'ai des gens autour de moi en fait qui sont pas sympas, performants, efficaces, etc. Globalement c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai embauchés. Pendant quelques années en fait j'ai confié mes recrutements importants en fait à un cabinet. Elle me disait en fait régulièrement mais ce que tu cherches ça n'existe pas, tu cherches des gens que comme toi. Quand je recrute quelqu'un ou quand je recrute un dirigeant, est-ce que je suis prêt à partir avec lui dans une aventure comme celle de Jean-Louis Etienne pourrait avoir, tout seul avec ce dirigeant là et puis d'aller vivre des moments qui vont être difficiles, qui vont être complexes, mais aussi qui vont être plein d'énergie, plein de positivité, plein de réussite. J'aime pas ce truc de sens un peu bullshit, tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent on entend beaucoup parler de ça. Le projet, il est exigeant, il est clivant d'ailleurs, il parle pas à tout le monde, c'est dur ce qu'on fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tenir le Cap. Ici, on parle de transformation, où quand diriger peut parfois devenir inconfortable, ou quand certaines décisions peuvent parfois être difficiles à prendre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, qui est le recrutement de dirigeants, ou comment faire rentrer des personnes dans son premier cercle quand il y a forcément des conséquences en termes de confiance, en termes de légitimité, en termes de responsabilité, mais surtout en termes de biais. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Rodriguez. Bonjour Xavier. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Super, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. On te connaît, pour certains en tout cas, et pour ceux qui te suivent, tu es CEO du groupe Jarnia. Tu es également animateur d'un podcast qui s'appelle Build. Exactement. Donc, je ne sais pas quel effet ça te fait aujourd'hui, justement, d'inverser un petit peu les rôles. C'est trop bien, je suis hyper détendu. D'habitude, c'est moi qui, qui pose des questions. Ouais. Et je trouve super l'exercice de pouvoir se mettre en face de toi, c'est génial. Donc aujourd'hui, c'est toi que j'ai cuisiné. Ouais, exactement. Bon, super. Ton parcours, on le connaît. On sait que tu es un dirigeant qui s'est construit sur le terrain et tu es connu pour ça. Aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de ton parcours parce que justement, je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé à multiples reprises. Moi, par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel est l'impact finalement de ton parcours aujourd'hui dans les recrutements des dirigeants que tu peux avoir? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le parcours, c'est avant tout l'expérience qu'on en a. Et en fait, le retour d'expérience qu'on peut avoir par rapport au parcours, Ouais. en fait, quand on est dans une entreprise et qu'on progresse, et qu'on est dans une entreprise qui progresse, ou qui se développe, ou qui fait de la croissance, en fait, on rencontre plein de gens autour de soi. On est obligé de recruter, on est obligé de s'associer, on est obligé aussi d'avoir des partenaires, des gens avec lesquels on va faire un bout de chemin dont on a besoin. Et donc, en fait, c'est que des relations humaines, en fait, une entreprise. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et en vrai, le plus difficile dans une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est les relations humaines. Donc, le fait de moi d'être passé par tous les postes peut-être opérationnels de mon entreprise et de mon groupe, ça m'a permis, en tout cas au moins une chose, c'est de comprendre ce que vivent mes salariés. Et donc, quand je recrute, que ça soit un cordiste, ou quand je recrute un conducteur de travaux ou un chargé d'affaires, ou quand je recrute même aujourd'hui des dirigeants, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, de savoir quels sont les problèmes qu'ils vont rencontrer et comment moi, je vais pouvoir les aider sur ce sujet-là. Est-ce qu'ils en ont déjà rencontré? Est-ce que je vais être la bonne personne pour les faire progresser? Avant même de me poser la question de savoir si ça va être les bonnes personnes pour le groupe, je me pose d'abord la question à moi-même, est-ce que je vais pouvoir en fait les aider à quelque chose? Donc, de toi, quel va être l'impact que tu peux avoir sur ces personnes dans leur carrière? Ouais, je crois que c'est d'ailleurs l'élément clé un peu quand tu es... Enfin, en tout cas pour moi, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, moi, c'est mon sujet, c'est qu'en fait, quand j'embauche quelqu'un, quel qu'il soit et quel que soit son rôle dans l'entreprise, je me sens avoir une obligation vis-à-vis de la personne que je recrute, vis-à-vis de ce nouveau collaborateur. Et mon travail, c'est de le faire réussir. Le faire réussir, en fait, au poste que je vais lui confier. Réussir aussi à pouvoir lui donner de la confiance et aussi qu'il puisse lui aussi avoir confiance en moi, en entreprise, au groupe, etc. Et donc, peut-être que je tords ou je distors un peu le mode de fonctionnement du recrutement et je me pose quasiment immédiatement la question en me disant, en fait, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir lui apporter? Comment je vais pouvoir faire en sorte, en fait, de l'accompagner à la progression, à être performant dans mon entreprise, etc. Comment moi, je vais réussir à faire ça avec lui? Et dans la sélection justement que tu as de ces candidats, toi qui as un parcours justement un peu différent en tant que dirigeant, on a toujours ce biais un peu de se dire qu'on recrute des personnes qui nous ressemblent ou qui ont peut-être un parcours un peu similaire au nôtre. Parce que finalement, tu te dis, moi aujourd'hui, ma légitimité vis-à-vis de mes équipes, je l'ai acquise justement parce que j'étais sur le terrain, parce que j'ai fait ces postes-là. Sur des fonctions vraiment de dirigeant, est-ce que tu vas rechercher la même chose? Est-ce que tu vas rechercher forcément des personnes qui sont eux aussi issues du terrain ou pas forcément? C'est quoi la démarche? On a tous des biais, en fait, par Ouais. rapport à ça. Je peux te partager peut-être une petite anecdote autour de ça. Pendant quelques années, en fait, j'ai confié mes recrutements importants en fait, à un cabinet, et d'ailleurs à une nana qui est super, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années.
Et en fait, elle me disait en fait régulièrement, mais ce que tu cherches, ça n'existe pas. Tu cherches des gens que comme toi. Alors pendant quelques temps, en fait, j'ai fait mon deuil de ça, de trouver des gens qui étaient comme moi, qui avaient le même état d'esprit, volonté de progression, de travailler dur, qui avaient le goût de l'effort, etc., qui une volonté farouche de réussir collectivement. Et donc, une fois que j'ai fait ce deuil-là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop dommage. En fait, je pense que des gens comme moi, en fait, il y en a plein. Et donc, j'ai cherché ensuite, après, à recruter des gens qui me correspondaient. Ouais. Aujourd'hui, comment je fonctionne on pourrait faire des études graphologiques, on pourrait faire des tests de personnalité, on pourrait les envoyer chez le psy, on pourrait les faire passer au détecteur de mensonges, on pourrait faire plein de choses. Ouais. En vrai, aujourd'hui, c'est beaucoup plus instinctif que ça, j'ai l'impression, en tout cas, ma manière de recruter des dirigeants. Je me pose la question, et d'ailleurs, tu vois, j'ai reçu dans mon podcast, on parlait tout à l'heure, un explorateur incroyable qui s'appelle Jean-Louis Etienne, qui était le premier homme, en fait, à avoir atteint le pôle Nord tout seul, à pied, sans GPS, sans aide extérieure, etc. C'est un homme extraordinaire, Jean-Louis Etienne. Moi, je regardais ses expéditions quand j'étais enfant. Et en fait, je me dis que quand je recrute quelqu'un ou quand je recrute un dirigeant, est-ce que je suis prêt à partir avec lui dans une aventure comme celle de Jean-Louis Etienne pourrait avoir tout seul avec ce dirigeant-là, et puis d'aller vivre des moments qui vont être difficiles, qui vont être complexes, mais aussi qui vont être plein d'énergie, plein de positivité, plein de réussite. Est-ce que, en fait, j'ai envie de passer ce moment-là avec ce type de dirigeant? C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, j'aurais pensé l'inverse. On a tendance à se dire, est-ce que cette personne est prête à partir avec moi? Et là, tu as plutôt envie de te dire, est-ce que moi, j'ai envie de partir avec lui? Ouais, parce que tu sais, quand on est dirigeant, il y a un truc qui est fantastique. C'est que moi, j'ai une chance incroyable. C'est que je choisis les gens avec qui je vais passer mes journées. C'est moi qui les recrute. Et donc, si en fait j'ai des gens autour de moi en fait qui sont pas sympas, performants, efficaces, etc., globalement, c'est ma responsabilité. Parce que c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai embauchés. Donc, en fait, j'ai cette chance incroyable de décider en fait avec qui je vais passer mon quotidien, avec qui je vais passer mes journées, avec qui je vais avoir au téléphone. Et donc, cette chance-là, il faut en faire quelque chose. Et donc, la première chose que je me dis, c'est qu'effectivement, moi, qu'est-ce que je vais vouloir vivre avec cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme retour, etc. Bien évidemment, les compétences sont très importantes, il faut les valider. Mais j'ai pas l'impression que ça soit, pour moi, l'élément clé, tu vois, de se dire qu'en fait, c'est les compétences qui comptent le plus. C'est vraiment, est-ce qu'on va partir pouvoir faire une aventure ensemble? Comment on va vivre les crises? Et puis, il y a un truc que je regarde systématiquement, c'est que moi, j'aime les gens, en fait, qui ont vécu des choses un peu dures, quoi, un peu difficiles, qui sont passés par des crises, qui ont des échecs, parce que, en fait, les cicatrices, elles racontent des choses dans la vie des gens. Et les gens qui ont vécu des choses difficiles, et Dieu sait que c'est difficile de diriger des entreprises, en vrai, ceux-là, ils ont quelque chose un peu de particulier, quoi, parce qu'ils l'ont déjà vécu, ils ont déjà vécu ces difficultés-là, et donc on sait ils ont réussi à les dépasser, ou en tout cas, ils ont quelque part un peu dans leur disque dur interne quelque chose qui va leur permettre, demain, quand on en vivra ensemble, de pouvoir aussi être moteur dans ces logiques de crise. Ils ont connu une sorte de résilience qui aujourd'hui leur donne cette combativité peut-être aussi, dont ils ont appris. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Et puis, même pour certains, en fait, en vrai, j'ai envie de te dire que peut-être qu'ils n'ont pas cette résilience-là, mais le fait d'y être passé, en fait, ils n'ont pas envie de reconnaître aussi les choses difficiles qu'ils ont vécues, qu'ils ont connues. Et donc, quelque part, ils vont faire en sorte d'éviter aussi les difficultés. Donc, en fait, je trouve que c'est une approche intéressante d'aller chercher, en fait, chez eux, en fait, quelles sont leurs blessures, quelles sont leurs cicatrices. Je trouve ça très intéressant. Mais alors, il y a plein de choses donc, sur un CV que tu peux recevoir qu'on ne voit pas sur le CV, en fait, finalement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu rencontres beaucoup de monde. Si toi, justement, tu juges à l'histoire, à la perso, à l'historique, en effet, du candidat, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur un CV aujourd'hui? On ne voit pas plein de choses, en fait. Un CV, aujourd'hui, on y raconte un peu ce qu'on veut. En fait, c'est l'expérience, surtout, qui est notée dans un CV. En tout cas, je ne sais même pas, en fait, en vrai, si c'est l'expérience. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est le parcours qu'on veut bien présenter. Ça cache quand même beaucoup de choses. Moi, je pense que oui, effectivement, tu as raison, il faut rencontrer beaucoup de monde. Il faut s'obliger à rencontrer du monde. Il faut considérer qu'en fait, la chose qui transforme les trajectoires dans une entreprise, c'est les humains, c'est les gens qui la composent. Et donc, en fait, quand tu considères que c'est peut-être l'élément le plus important pour toi, c'est d'avoir des gens à côté de toi qui vont t'aider à atteindre ton rêve, à atteindre ton objectif, à atteindre ton projet, à pouvoir t'aider à développer ta boîte, à devenir l'entreprise que tu as envie d'être, tu vois. Il faut consacrer du temps à recruter les bonnes personnes, tu vois, à recruter les gens qui vont t'aider à atteindre cet objectif-là. Et je pense que
pour le coup, c'est pas les CV qui permettent ça, c'est le fait de rencontrer du monde. Et donc, il faut y investir du temps pour ça. Et pour le coup, il faut aussi s'intéresser profondément aux gens que tu rencontres et pas être dans un carcan qui est trop rigoureux de comment on mène un entretien, de qu'est-ce qu'on veut raconter, etc. Dans ton introduction, tu as parlé des biais. Moi, j'en ai beaucoup de biais parce qu'on cherche effectivement, on en parlait tout à l'heure, des gens qui nous ressemblent. On cherche aussi des gens parfois qui vont nous rappeler des éléments dans notre histoire personnelle de réussite, ou alors effectivement des biais parce qu'ils viennent aussi de quartiers populaires, ça peut être comme moi, tu vois. On se dit, bah, il doit avoir ça. Et en fait, ces biais, ils sont quelque part un peu dangereux quand on recrute. Et moi, j'essaie de rentrer dans une relation de manière un peu neuve là-dessus. Et à la fois, j'essaye aussi d'écouter vachement mon instinct. Euh, euh, Parce que je trouve qu'en fait, l'instinct, c'est pas uniquement un truc farfelu ou métaphysique. L'instinct, en fait, c'est le cumul de l'expérience qu'on a vécue et quelque part qui est dans notre disque dur là interne et qui ressort à des moments. Et du coup, en fait, si on a un mauvais sentiment, en fait, faut pas y aller. Par contre, si on se dit qu'en fait, on a envie de poursuivre la conversation, qu'on aurait envie en fait d'en savoir encore un peu plus, ouais, il faut y Là, aller. tu te dis, ah, peut-être quelque chose à faire. Ouais, exactement. En termes justement de typologie de candidats avec lesquels tu as envie de travailler et de t'engager, tu cherches des candidats généralement ou des dirigeants qui vont t'accompagner et t'aider à mener la vision que tu as pour ton entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, tu as besoin de personnes qui te challengent aussi, qui sont peut-être justement un peu différents et qui vont dire on va le bousculer un petit peu, Xavier? Je pense que les deux sont pas incompatibles. Ouais. En fait, je pense qu'il faut les deux. Euh, Quand on est dirigeant, je vais dire un truc qui est un peu dur, mais moi j'ai un projet. Euh, Si tu crois pas au projet que je porte, il faut pas venir travailler avec moi. Parce que le projet que je porte dans mon groupe aujourd'hui, c'est un projet qui est extrêmement exigeant. On voit de nous le fait qu'on a sécurisé Notre-Dame de Paris, qu'on a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qu'on est mandataire de la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel, qu'on est sur les plus beaux monuments de France, qu'on intervient en haute montagne, au pied du Mont Blanc, etc., ou qu'on intervient sous l'eau, dans les rivières et l'océan avec nos plongeurs. On voit souvent en fait l'image, la jolie image de nos métiers. Mais à côté de ça, en fait, on a des métiers qui sont difficiles, qui sont durs, qui sont exigeants. Et donc, je pense que il faut avoir, en tout cas, des gens dans son entreprise qui croient au projet qu'on porte. Euh, et ça, s'il n'y a pas cette compatibilité-là, en fait, on ne peut pas travailler ensemble. Moi, je veux des gens qui travaillent à mon projet, celui-ci, d'être la boîte référence, l'entreprise référence en France, dans nos métiers, et puis peut-être demain en Europe. Et donc ça, c'est un projet qui est extrêmement exigeant. C'est le premier point. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Si tu ne crois pas en mon projet, c'est pas grave, je l'entends, mais moi, c'est ça que je défends. C'est pas ton truc, c'est pas grave. Il y a plein d'autres entreprises, mais moi, c'est ça, c'est mon projet. Et donc, il faut avoir cette conviction forte. Maintenant, après, quand on embauche des gens brillants, quand on embauche des gens intelligents, des gens qui vont nous aider justement dans ce projet-là, il faut bien évidemment en fait plein de gens qui remettent en question la manière dont on va travailler, dans la manière dont on va fonctionner, qui vont pouvoir questionner le statu quo. Je pense que ça, c'est très important. Qui vont pouvoir aussi remettre en question la stratégie, comment on va s'y prendre, comment on va faire les choses, etc. C'est ça qui fait grandir. Et donc, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Il faut des gens qui croient à la vision que je porte, très important, mais effectivement des gens qui ne sont pas juste des bisounours, au contraire. Pas des exécutants, mais en tout cas qui t'apportent une pierre à l'édifice ou une complémentarité aussi. Ouais, complètement. Moi, je cherche des gens qui sont profondément engagés, tu vois, Ouais. dans le projet. Je cherche pas des gens qui viennent faire un job. Je cherche des gens, en fait, qui viennent vivre une aventure. Tu sais, je fais 3 promesses aux gens que j'embauche. La première promesse que je leur fais, c'est qu'en fait, en rentrant dans le groupe, on va améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de rémunération. Et chaque personne qui rentre dans le groupe aujourd'hui a une meilleure rémunération que le jour où il est rentré. Ça, c'est une réalité. Et puis des meilleures conditions de travail, parce qu'on essaie de les améliorer en permanence. Le deuxième sujet qu'on leur promet, c'est qu'on va améliorer leur employabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on va les former. On va les former à plein de nouvelles choses. On va leur former à des métiers complémentaires qu'ils peuvent avoir. On va les former effectivement au commerce, on va les former à la communication, à plein de choses, au management, etc. Et puis la troisième promesse qu'on leur fait, c'est qu'effectivement, ensemble, on va vivre des aventures extraordinaires. Ensemble, on va sauver le patrimoine de l'humanité avec Notre-Dame de Paris. Ensemble, on va sécuriser Céline Dion sur la Tour Eiffel pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ensemble, on va être sur les plus grandes tours
de France qui se construisent. En ce moment, on est sur la tour Triangle, par exemple, qui est un monument incroyable à Paris. Tu réponds complètement à la quête de sens que peuvent avoir en tout cas les gens quand ils prennent un travail et les personnes quand ils prennent un travail aujourd'hui, avec ce genre de projet en plus. Ouais, exactement. Et en fait, j'aime pas ce truc de sens un peu bullshit, tu vois ce que je veux dire, parce que souvent on entend beaucoup parler de ça. Et en fait, moi, je crois à quelque chose qui est profondément ancré là-dessus. Et c'est pour ça que je le dis, tu vois, sans détour. Le projet, il est exigeant. Il est clivant, d'ailleurs. Il parle pas à tout le monde. C'est dur ce qu'on fait. Le projet que je défends, il est compliqué, il est difficile. Et c'est pour ça que ça nous permet aussi, en fait, d'être aussi clivant. Ça nous permet aussi de savoir, en fait, qui c'est qui va être compatible ou non à nos projets. Et d'ailleurs, quand je recrute, il y a toujours un moment des entretiens où j'explique au candidat qu'en fait, ça va être difficile de travailler pour nous. Et qu'est-ce qu'il est prêt à ce que ça soit difficile. Parce que ce projet-là, c'est un projet vraiment d'exigence, quoi. Tu vois, et je noircis même parfois un peu trop le tableau parce que je veux m'assurer qu'effectivement, ils sont prêts à faire l'effort et qu'ils ne voient pas juste l'image d'Épinal, tu vois, qui est l'entreprise extraordinaire qu'on peut être et les chantiers vitrines qu'on peut avoir. Ton projet, il évolue quand même beaucoup puisque depuis plusieurs années, Jarnias a considérablement augmenté. Tu continues les projets, tu es encore en phase de transformation. Tu parles justement du développement sur le marché européen. Tu es leader en France. Je crois que l'objectif, c'est de quoi? Leader européen? Ouais, on est le plus gros player européen aujourd'hui dans nos marchés, dans les marchés des travaux d'accès difficile, que ce soit avec des cordistes ou avec des plongeurs. Maintenant, on aimerait effectivement être la référence aussi dans encore plus de pays européens. Ouais, tout à fait. Est-ce que justement, cette évolution de plus en plus croissante, exponentielle, a changé les choses de la manière de recruter? Est-ce que tu es de plus en plus exigeant justement avec les profils que tu recrutes aujourd'hui? Ou est-ce que tu gardes toujours ce même mindset quand tu recrutes les personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, dans tes compétences, parce qu'on a beaucoup parlé des biais, on a beaucoup parlé de l'état d'esprit, des gens qui suivent ta vision, est-ce qu'en termes de compétences, aujourd'hui, peut-être que tu arrives à une taille critique ou en tout cas à une taille de projet qui fait que tu me remontes un peu ce niveau d'exigence? Je crois que le niveau d'exigence, il est toujours le même. Même, il est toujours très élevé. Et pourquoi il est toujours très élevé? Parce que, en fait, si à la tête de l'entreprise, en fait, celui qui la dirige, il n'a pas le niveau d'exigence le plus élevé. Après, dans les autres endroits de l'entreprise, en fait, l'exigence est toujours un peu moins élevée. C'est moi qui donne le ton, c'est moi qui donne le rythme sur l'exigence dans le groupe. Mais par contre, là où tu as raison, tu vois, d'ailleurs, c'est des questions que je me pose actuellement, c'est que, en fait, les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, les nouveaux recrutements que j'ai, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes que j'avais avant. Pourquoi? Parce que en fait, la taille du groupe a changé, a évolué. Je suis toujours là pour faire progresser les gens qui sont avec moi depuis le début, tu vois, les accompagner, les aider, parce que je trouve qu'il y a des valeurs qui sont très fortes autour de ça. Mais aussi, on a besoin, en fait, dans la nouvelle taille qu'on a, d'avoir de nouvelles compétences, et des compétences qui sont aussi liées avec des gens qui ont parfois l'expérience de cette taille-là, de ce passage qu'on doit avoir. Tu sais, c'est des passages, il y a des paliers dans l'entreprise. Le fait qu'on ait passé cette taille de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça nous transforme aussi. On a besoin à des endroits de reporting qui soient plus précis sur la partie financière. On a besoin effectivement que notre politique RSE et QSE en fait, soit transversale dans le groupe. Donc ça oblige à avoir des profils qui sont un peu différents de ceux qu'on avait avant. Et en fait, le groupe se transforme. On avait avant je ne sais pas comment je peux le dire, peut-être des conquérants, tu vois. Aujourd'hui, en fait, ces conquérants, ils se transforment en architectes parce qu'on a besoin de travailler sur nos process, sur nos méthodes pour continuer à se développer. Ouais. On parle de toi, de ta vision, de la manière que tu as d'accompagner les collaborateurs à tout niveau finalement que tu recrutes. Si on revient sur la garde rapprochée, on va dire ton premier cercle. J'imagine que tu as un codir, un COMEX. Quand tu dois intégrer quelqu'un, justement, toi, tu le recrutes avec les différents biais, finalement, dont on a parlé. Est-ce que tu impliques les membres du CODIR ou du COMEX au sein du recrutement? Parce qu'au final, tu vas mettre une personnalité au sein d'un tout, aussi d'une équipe. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont partie prenante dans le recrutement avec toi? Est-ce que tu les sollicites? Comment ça se passe? Systématiquement. Systématiquement? Ouais. Pour même rentrer dans le détail, je suis très à l'aise. En fait, ils ont à minima des calls avec le candidat pour s'assurer que ça fonctionne. Et d'ailleurs, moi, j'interviens pas tout de suite. En fait, c'est eux qui, d'abord, ont les premiers calls. Il y a des études de cas, etc. Et puis même, parfois, en fonction du poste, en fait, il y a un petit déj, il y a un déjeuner en dehors du cadre, etc. Parce qu'on ne se dit pas la même chose quand on est autour d'une table dans un bureau pour faire un recrutement que quand on déjeune ensemble quelque part. Puis ça permet aussi d'avoir des échanges qui sont un peu plus sincères, etc. Donc oui, systématiquement, en tout cas, les membres de ma garde rapprochée, en fait, font le job là-dessus. Même d'ailleurs, tu vois, je te livre un petit secret. En fait, ils ont rédigé un petit mode d'emploi de mon mode de fonctionnement, tu vois,
euh, pour faciliter les échanges avec moi. Alors, c'est assez rigolo. Et pour le coup, en fait, je trouve qu'en fait, ça fait gagner beaucoup de temps de faire ça. C'est assez efficace parce qu'ils me connaissent bien, ils me font pas de cadeaux. Et puis, il y a aussi pas uniquement le fait que eux vont réussir à comprendre le candidat et à pouvoir juger le candidat, même si je pense que c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, il y a aussi le fait qu'ils vont pouvoir expliquer à la personne avec qui on va travailler comment nous, on fonctionne. Et quel est notre mode de fonctionnement. Et encore une fois, un bon recrutement, c'est pas juste d'avoir quelqu'un qui a des compétences et qui va s'adapter, c'est s'assurer qu'en fait, on va pouvoir faire un bon mix. C'est les deux, en fait, qui fonctionnent. Hein. Il faut s'assurer qu'en fait, on va pouvoir les deux travailler ensemble et donc arriver à se comprendre. Et donc, le fait de faire intervenir effectivement d'autres personnes, c'est intéressant. Je m'interdis 2-3 règles là-dessus, si tu veux. Moi, je m'interdis, par exemple, de dire ce que j'en pense au début du candidat, de son CV, etc. Parce que déjà, c'est un premier biais quand on fait ça. Si je dis, en fait, putain, on a un super profil là, les gars, l'équipe, on a un super profil, il faut absolument que vous le rencontriez. Derrière, quand c'est le dirigeant qui dit ça, quand c'est le patron qui dit ça. Ouais, généralement, s'il y a un blog, ils vont pas oser te le dire. Exactement. Donc, en fait, j'essaye, en tout cas, j'essaie de m'interdire de faire des commentaires, tu vois, au début des process, etc. Ouais. Et je te posais aussi la question parce que c'est vrai que pour discuter avec d'autres clients avec lesquels nous travaillons, souvent un recrutement qui marche pas très bien ou qui aurait pu ne pas marcher, surtout au niveau du COMEX, je parle, euh, parfois vient d'un manque d'alignement au départ sur la compréhension du poste qu'on recherche. Très souvent, on va nous confier par exemple un poste, je sais pas, d'un DAF, d'un directeur de la communication, d'un DRH. Et on se rend compte que quand on parle de manière individuelle avec chacun des membres du COMEX et du dirigeant, ils n'ont pas tous la même vision du poste au sein de la structure. Et ce qui fait que le process parfois va durer un peu plus de temps et qu'au final, l'onboarding du candidat va pas très bien se passer. Est-ce que vous, justement, vous avez cette manière de travailler conjointement où vous êtes globalement alignés à chaque fois que vous allez lancer un recrutement d'un cadre dirigeant chez vous? On essaye déjà. Et puis, il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, moi, je viens du terrain. J'étais ouvrier, cordiste. Je me suis formé, etc. J'apprends un nouveau métier. Euh, j'ai aujourd'hui la majorité du capital de mon groupe. Donc, en fait, je suis quelque part le seul décisionnaire dans mon groupe, tout au bout, à la fin. J'essaie de transformer ça, parce que je crois que c'est important, effectivement, d'avoir des équipes qui ont la responsabilité des sujets qui vont opérer directement. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et donc, en fait, moi, j'apprends le mode de fonctionnement d'un COMEX, d'un CODIR, etc. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et donc, ce qui est assez génial, c'est qu'on est en train d'apprendre ensemble le mode de fonctionnement. On essaye des choses. Alors, on a essayé, pour répondre à ta question, en fait, que les fiches de poste, en tout cas des personnes qu'on va recruter, elles soient partagées et que tout le monde en puisse intervenir en disant, en fait, est-ce qu'on est bien aligné, que c'est ça qu'on recherche, tu vois. Donc ça, on essaye. Euh, Ce qui est plus difficile pour moi, je suis très, très, très à l'aise pour t'en parler, c'est que parfois, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils racontent sur l'aboutissement de la fiche de poste, tu vois. Mais il faut les laisser aussi faire leur chemin et le fait de travailler, etc. Donc, je leur dis, je pense qu'il y a des trucs à ajuster par rapport à ça. Mais au moins, ça a une valeur, c'est qu'on fait travailler l'intelligence collective. Et que pour le coup, en fait, après, dans le COMEX, c'est des gens avec lesquels je travaille, qui sont proches de moi. Et c'est aussi les sponsors du recrutement. Et pour le coup, en fait, ils vont être vachement plus à l'aise sur savoir ce qu'on va attendre de la personne quand elle va arriver, la manière de l'onboarder, etc. Et en fait, si tout le monde participe quelque part un peu à un bout du process, tout le monde sait que c'est un élément important, qu'il y a des enjeux autour de ça. Et donc, en fait, vont faire en sorte de faciliter l'onboarding, de faciliter la prise de poste, de faire en sorte que ça fonctionne plus rapidement, etc. Donc, c'est que ça a quand même des vertus efficaces. Ouais. Au sein de ton COMEX aujourd'hui, en toute transparence, il y en a combien qui sont issus du terrain comme toi? Pour voir justement si tu recrutes un peu des gens qui sont exactement ou qui sont comme toi. T'as Ouais, une idée ou pas? c'est la majorité. C'est la majorité. Ouais, c'est la majorité. C'est qu'ils sont tous venus du terrain avant de. Ouais, il y en a quelques-uns qui viennent effectivement. Je dis quelques-uns, mais en fait, il y a une majorité des gens qui viennent comme moi du terrain. Alors, je sais pas si c'est du terrain proprement parlé, mais en Ouais. tout cas, qui ont une vraie progression. Voilà. Qui sont avec moi quasiment depuis le début et qui m'accompagnent parce qu'ils ont des valeurs fortes et puis des compétences très importantes aussi. C'est des gens sur lesquels je peux compter. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai recruté récemment une executive assistant pour travailler avec moi. Je cherchais pendant longtemps, tu sais, une chief of staff. Tu sais, c'était un peu Ouais. le truc, c'est un peu le truc à la Tout mode à là, fait. pour les Chief of dirigeants. staff. Voilà. Donc, je me suis un peu cherché sur chief of staff, executive assistant, etc. J'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler. Et elle vient avec moi dans les réunions de COMEX, etc. Tu vois, j'essaie de lui présenter comment je travaille, mon mode de fonctionnement.
Et elle m'a dit là récemment, elle m'a dit c'est assez incroyable Xavier parce que quand t'es pas dans les réunions en fait de Comex, en fait il répète régulièrement mais Xavier il penserait ça, il dirait ça, ça c'est notre ADN, on devrait faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'a fait, etc. Donc en fait en vrai, j'ai quasiment pas besoin d'être là. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils défendent l'ADN de l'entreprise, ils le connaissent, il est en eux. Elle me partageait même en me disant, d'ailleurs, c'est assez incroyable. En fait, parfois, on entendrait presque parler. Ça, c'est lié beaucoup parce que ça fait longtemps que je travaille avec certaines personnes et qu'on se connaît très bien. Et que pour le coup, ça, c'est très rassurant parce que quand on grossit et quand on se développe, le plus difficile, c'est de garder sa culture. Garder sa culture, garder ses valeurs. Parce qu'on s'éloigne un peu des gens, etc. Et là, si j'ai des gens proches de moi, en fait, qui partagent les fondamentaux de ma culture, je pense que en fait, on a fait un grand bout de chemin, quoi. On a gagné un truc important. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui va passer un entretien, peut-être chez toi d'ailleurs, sur des postes de direction, et qui ont pas forcément justement le parcours, on va dire, classique d'un dirigeant aujourd'hui? Mais cultive cette différence. En tout cas, fais en sorte de la mettre en avant, cette différence. On va travailler ensemble. Mets-toi dans la posture, en fait, d'être le plus honnête possible. En fait, si tu viens pas que juste chercher un travail et que tu viens chercher une aventure, un parcours de vie, des choses à réaliser, à te prouver, enfin, en tout cas, un projet, quoi. Quand tu viens, en tout cas, chez nous, c'est que tu viens chercher un projet plus qu'un job. Et donc, pour le coup, dis les choses. Même les choses qui sont difficiles et qui sont compliquées, nous, on est prêt à les écouter, à les entendre. Te mets pas dans une posture pour présenter la meilleure version de toi-même. Essaye de présenter la version de toi-même qui est la plus sincère, quoi. Parce qu'en fait, on va le découvrir. Tout ce que tu nous auras pas dit, on va le découvrir plus tard. Et ça va être des points d'attention ou de friction, etc. Donc, viens, on met les choses sur la table et on avance avec ça. On va gagner tous beaucoup plus de temps. Ça crée une sorte de forme d'humilité aussi, je pense. Ouais, complètement, tout à Les fait. personnes qui vont travailler sur ces postes. Ouais, je suis convaincu de ça. On gagne vachement de temps à dire les choses. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de défauts en tant que dirigeant. Et d'ailleurs, tu vois, je te le disais au début, mais l'humain, c'est le truc le plus dur, hein. Le recrutement, les gens avec qui on travaille, c'est ce qui me passionne le plus, moi. Mais ce que je trouve aussi le plus difficile à faire, c'est là où je fais le plus d'erreurs. J'essaie de systématiquement de repartir assez neuf dans une relation, dans un recrutement, etc., en me disant qu'en fait, il faut relaisser la chance aux gens qu'on rencontre, etc. Mais par contre, j'ai une qualité, si au moins il y en a une, c'est que en fait, je dis les choses comme elles sont. Et pour le coup, tu vois, quand ça marche pas avec un candidat, je lui dis, quoi. Là, c'est compliqué. En fait, je comprends pas ce que tu me dis. Je trouve que tu es en train de passer au travers. Respire. On va faire un peu les choses un peu différemment. Sois transparent. On va gagner du temps. Ça va être beaucoup plus efficace. Et c'est pas forcément breaker dans un entretien. Et par contre, on a besoin d'avoir en fait cette notion de sincérité. Tu vois. Moi, je parle de congruence, c'est-à-dire, il faut vraiment. On gagne tellement de temps entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, quand c'est aligné, en vrai, c'est tellement plus facile. Tout le monde gagne du temps. Et pour le coup, on triche pas, quoi. Tu vois. Tu nous parlais tout à l'heure d'une consultante, en tout cas, avec laquelle tu as eu l'habitude de travailler par le passé. On peut lui faire un big up. Hein. Fais-lui un big up, il n'y a aucun Elsa, problème. salut. Elsa, si tu veux nous rejoindre chez Actual, t'es bienvenue. Justement, aujourd'hui, tu continues à passer par des consultants ou justement, c'est tellement particulier de ta manière de recruter ou ta manière d'aborder les candidats que finalement, tu fais ça mieux tout seul? En fait, je fais les deux. J'utilise à peu près tous les canaux. L'avantage qu'on a quand on est présent sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, c'est qu'en fait, on a quand même, j'ai beaucoup de gens qui prennent contact en direct avec moi en me disant j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, etc. J'ai beaucoup de candidatures spontanées. Et quand j'ouvre un poste, en fait, j'ai beaucoup de retours en fait, immédiats. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, ça n'a pas que cet intérêt-là d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi, tu vois, ce qu'on se dit aujourd'hui, demain, s'il y a des candidats qui vont l'écouter, j'espère qu'on gagnera du temps parce qu'ils arriveront en fait en disant les choses pour de vrai comme ils sont, etc. Et puis aussi, en fait, ça permet de présenter qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, l'entreprise dans laquelle on va travailler, etc. Et pour le coup, tu gagnes quand même vachement de temps, tu vois. C'est quand même une chance aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir beaucoup d'informations sur les entreprises, de savoir où tu vas mettre les pieds, tu vois, en tant que candidat. Donc, oui, je continue à travailler avec des intermédiaires. Je trouve que c'est important parce que ça permet aussi d'avoir des gens en fait qui feraient pas partie de notre réseau. Donc, ça permet d'aller chercher d'autres typologies de candidats sur d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis tu sais, il y a un truc qui est clé. Moi, mes clients, s'ils travaillent avec mon groupe, c'est parce que je suis expert dans mon domaine.
dans les travaux sur corde et puis dans les travaux en plongée, etc. On est vraiment des spécialistes, tu vois. Et donc, en fait, moi, je me dis que si je travaille avec un cabinet ou avec des gens qui vont m'aider, en tout cas sur mes recrutements, c'est que eux, ils font que ça toute la journée. Mhm. Normalement, les mecs sont bons, tu vois. C'est des spécialistes, donc autant. Normalement, écoute, ils sont Ouais. oui. Autant Normalement, c'est leur travailler, job. autant travailler avec des spécialistes. Tant Tu qu'à vois faire. ce que je veux dire? Voilà. Donc oui, on utilise ça, on fait de. La chose qu'on fait pas la plupart du temps, c'est qu'on fait pas de chasse en direct. Voilà. Ouais. C'est très, 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 très rare. Et pour quelle raison? Parce qu'on sait pas bien le faire, je pense. Ouais. Voilà. C'est essentiellement ça. Non, ça pourrait être parce que tu n'as pas forcément envie d'intégrer des personnes qui viennent en concurrent et Alors, tu préfères. chasse, ça veut pas dire concurrent. Ok. Avec nos concurrents, on essaie de ne pas le faire, nos confrères, etc. Tu vois. Ouais. Je trouve que c'est toujours difficile en termes de culture. Je comprends. En vrai. Surtout que vous devez être pas très nombreux sur ce secteur-là en plus. Ouais, non on n'est pas très nombreux sur le secteur. Et puis, tu sais, je te disais tout à l'heure, en vrai, quand tu as une volonté d'être une référence, tu veux montrer l'exemple dans tes pratiques d'ailleurs. Et montrer l'exemple, c'est pas uniquement dans la façon dont tu réalises tes travaux, c'est aussi de la manière dont tu traites tes salariés, de la manière dont tu recrutes, la manière dont tu payes les gens, la manière dont tu les formes, etc. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour nous, on n'était pas très à l'aise, en tout cas, sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est un centre de formation et un vivier pour nos concurrents, ça je te garantis. Ah, d'accord. Assez incroyable et ils ne se posent pas toutes ces questions-là, eux, pour venir effectivement frapper à la porte de nos équipes. Ah, c'est eux qui viennent frapper à la porte. C'est Ouais, pas tout à tes fait. collaborateurs qui, une fois qu'ils ont été formés, s'en vont. Ça arrive aussi. Ça peut arriver aussi, bien Ouais, sûr. ouais, ça arrive aussi. En tout cas, je sais pas si c'est de bonne guerre ou pas. Euh, euh, je trouve que quand en fait on vient chasser chez nous, Mhm. ça veut dire que globalement on a bien fait notre Il y a un travail. côté valorisant. Tu vois, J'avoue. c'est un côté qui est très valorisant. Et puis si les gens partent pour des euros en plus sur leur fiche de paye, ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait les bonnes personnes qu'on avait besoin, tu vois, parce qu'on considère que nous, on rémunère correctement nos équipes, qu'on est valorisant avec eux et qu'on les fait progresser. Donc, Puis après, ça fait partie de la vie de l'entreprise. et ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Tu sais, je me faisais la réflexion là récemment en me disant, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup trop de choses aussi aux entreprises. On leur demande vraiment de mettre du sens, d'être une stabilité aussi dans un monde qui est très mouvant. On leur demande parfois d'apporter aussi une forme d'éducation sur les sujets RSE de planète, etc. En fait, on nous demande plein de choses, quoi. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Les gens ont aussi besoin parfois de venir pour travailler et avoir un salaire. Ah, complètement. Complètement. Je reviens sur tes dirigeants que tu recrutes. Et notamment, je reviens à nouveau sur les cabinets de recrutement. Non pas que ça soit un intérêt personnel, mais c'est toujours intéressant de le savoir parce que tu dis justement que tu travailles beaucoup au feeling, à l'instinct aussi dans les personnes. Tu dis on pourrait faire passer des tests de graphologie, on pourrait faire passer des tests de personnalité. T'en fais quand même passer ou pas sur les fonctions de direction? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, on fait des tests de personnalité. Alors, tu sais, il y a ceux avec les couleurs, là. Est-ce qu'on est rouge, jaune, bleu, etc. Oui, on en fait passer. En fait, est-ce que c'est dans une volonté de pouvoir juger, tu vois? Je crois pas. Je crois que c'est surtout une volonté de savoir de compatibilité avec l'équipe. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Tu vois. Mhm. C'est assez récent. On a fait un gros travail sur nos valeurs. Et pour le coup, on fait aussi la compatibilité vis-à-vis de nos valeurs. Alors, du coup, on a déployé ça avec quelques questions clés, tu vois, qui permettent de savoir effectivement en fait, si c'est compatible avec nos valeurs, qui est un truc important. Et je te le disais tout à l'heure, on a mis des valeurs qui sont un peu challengeantes, un peu clivantes. Ouais. Et en fait, alors, c'est quoi les valeurs? Parce que tu as la partie humaine apparemment qui est très forte. Ouais, Qu'est-ce tout à que t'as fait. d'autre? Bah, tu vois, dans nos valeurs, par exemple, il y a le goût de l'effort. Tu vois, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Et puis, la notion de sécurité, pour nous, c'est aussi un élément clé parce que nos métiers l'obligent. En fait, la sécurité, elle prend plein de formes différentes. plein de formes différentes, tu vois. Donc, il y a ces valeurs-là qui sont pour nous qui sont très importantes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des têtes brûlées, tu vois. On a besoin d'avoir des gens, justement, en fait, qui ont cette culture de la sécurité ancrée en eux. Et pour avoir cette culture de la sécurité, en fait, on a besoin d'avoir des gens qui vont respecter des process, qui vont être en capacité de pouvoir être des gardiens de la méthode, tu vois, plus que des aventuriers complètement incroyables. Donc c'est vrai que, tu vois, il y a des éléments qui sont clés par rapport à ça. Puis on cherche des gens qui travaillent avec avec engagement. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Avec leur cœur. Moi, je parle souvent de ça, tu vois. Je dis, faut travailler avec son cœur, c'est important, tu sais, dans nos métiers. En fait, il y a des choses qui sont importantes. Il faut travailler avec sa tête, avec son cœur et avec ses mains. C'est comme ça qu'on fait des belles choses. C'est comme ça qu'on fait une belle entreprise. Comme ça, on fait un beau groupe. Et quand on travaille sur Notre-Dame de Paris,
globalement, en fait, si on ne travaille pas avec sa tête, avec son cœur, avec ses mains, en fait, on ne survit pas à ce projet parce que c'est extrêmement exigeant. Il y a des gens, en fait, qui ont mis entre parenthèses une partie de leur vie pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Tu vois, il y avait le monde entier qui nous regardait, qui voulait que cette cathédrale elle soit sauvée, puis ensuite, après qu'elle soit sauvée, qu'elle soit reconstruite. Et donc, en fait, il y a des enjeux qui sont très forts. Et ça, si tu le fais pas profondément et que tu viens le faire juste avec un job, ça marche pas. Donc, on s'assure que les gens qui viennent travailler chez nous soient proches de ces éléments-là. Et puis, un truc important qui vient peut-être de mon parcours, mais j'ai besoin d'avoir des gens, en fait, qui vont respecter les gens qui sont sur le terrain. Tu vois ça, c'est pas forcément... Ça, c'est hyper important. Ça, je pense que c'est ouais, en tout cas, important. pour moi, c'est un sujet qui est clé parce qu'il y a 2 catégories de personnes dans mon groupe. Il y a ceux qui sont sur le terrain, qui sont en direct avec nos clients, faire des chantiers. Et puis après, il y a les autres, ceux qui sont au service de ceux qui sont sur le terrain. Bien sûr. Parce que c'est eux, en fait, qui travaillent dur, qui sont dans des conditions difficiles, qui travaillent la nuit, qui travaillent avec des masques à ventilation assistée, qui travaillent dans des environnements où il fait chaud, dans des environnements où il fait froid, dans des environnements confinés, dans des environnements où il y a des atmosphères explosives, etc. Et puis nous, on est dans notre voiture avec le chauffage ou la clim. On est dans des bureaux qui sont plutôt confortables, etc. On n'a pas la même vie qu'eux qui sont sur le terrain. Et donc, il faut avoir beaucoup de respect pour ça. Et donc, on s'assure aussi, effectivement, que les gens qu'on recrute, en tout cas, vont comprendre. Puisse avoir cette empathie, en tout cas, envers les gens qui occupent ces postes-là. Ouais. J'ai pas vu parmi tes multiples casquettes si par hasard tu avais des grandes écoles de commerce qui t'appelaient, peut-être pour des conférences ou pour t'appeler. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'on te sollicite pour ça. Mais si demain, justement, tu avais les grandes écoles de commerce qui te demandaient de venir parler à leurs étudiants pour peut-être te demander des conseils, alors qu'ils viennent justement d'un parcours radicalement différent et qui cherchent des postes de dirigeants aujourd'hui, tu leur dirais quoi ? Déjà, pour la première partie de ta réponse, oui, ça m'arrive très régulièrement d'intervenir pour faire des conférences sur plein de sujets différents, que ce soit sur la croissance, que ce soit sur diriger en temps de crise, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je répondrais ? Qu'est-ce que je leur dis, en fait, à ces étudiants ? Essayez d'être le plus sincère avec ce que vous avez envie de faire. Ce qu'on apprend dans les écoles, en fait, c'est une base scolaire qui est importante, certainement, tu vois. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est de la manière dont vous allez faire les choses. Tu vois, vraiment, je le redis, puis je sais, on en a discuté tout à l'heure, tu as un parcours, toi aussi, qui est incroyable. Aujourd'hui, tu es le quotidien d'un grand groupe dans lequel tu as un poste clé. Je trouve ça incroyable. C'est à toi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là, sans études, et qu'est-ce que tu dirais à ces étudiants? Tu es en train de retourner là, tu es en train de revenir dans ton rôle de responsable de Postcard de Build. Et parce que ça m'intéresse vachement, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, ces parcours, ils sont assez incroyables. Je pense qu'il faut être, si je devais répondre, je te dirais qu'il faut être patient, et souvent on a envie de griller les étapes, et, sans dire que les choses prennent du temps, que les choses sont très longues, mais je pense qu'il faut être patient. Il faut être humble, en effet. Et surtout, il faut avoir envie. Enfin, je pense que l'envie joue beaucoup, quoi. Mais c'est surtout la patience où je sens, et en tout cas, quand on discute avec des étudiants en grandes écoles, et je peux le comprendre, hein, c'est un investissement important pour eux aussi, c'est des années d'études, et qu'ils ont envie que ça aille très, très vite derrière. C'est souvent cette impatience aujourd'hui qu'on retrouve. Et tu vois, si je devrais te partager un truc par rapport à ça, alors déjà, je ne sais pas si j'ai de la chance, mais en tout cas, j'ai pas mal de jeunes de grandes écoles qui viennent chez nous, qui intègrent notre groupe, etc. Ça, je trouve ça super. S'ils apportent quelque chose de différent, déjà. Ça, c'est vraiment génial. Moi, dans mon parcours, j'ai fait toujours le poste d'après avec le salaire d'avant. Et pas que le salaire, d'ailleurs, les compétences d'avant. Mais par contre, j'ai toujours dit, en fait, mets-moi à l'essai. Et parfois, en fait, on a trop de collaborateurs qui viennent en voulant le poste, le salaire, la rémunération, etc. Tout ce qui va avec, quoi, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas encore l'expérience pour pouvoir le prendre, tu vois. Moi, ce que je leur dirais, en tout cas, le conseil que je leur donnerais, en fait, qu'est-ce que vous avez à risquer et à perdre? Essayez, faites-le avec ce salaire-là. Puis au bout de 6 mois, si ça marche, en fait, allez voir votre patron et il vous rémunérera plus parce que vous aurez réussi. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas tout avoir d'un coup. C'est intéressant ce que tu dis sur la patience parce que je ne le voyais pas comme ça, moi. Mais aussi, c'est effectivement de faire preuve d'humilité et d'apprentissage. On est dans un apprentissage permanent. Moi, aujourd'hui, dans mon job, là, tous les jours, de président de mon groupe, j'essaie d'ailleurs d'être le meilleur président d'un groupe de travaux spéciaux. Voilà, j'ai envie, en fait,
de continuer à progresser, etc. Mais je passe mon temps à apprendre. Tous les 2 ans, tous les ans, je change de job parce que en fait, la taille l'oblige, parce que j'apprends des nouvelles choses, etc. en permanence. Et donc, cette logique d'apprentissage, je pense qu'elle est importante. Est-ce qu'elle se fait avec le temps? Oui, je pense, tu as raison. Mais vraiment, en fait, essayer, aller chercher des postes en plus, mais sans vouloir tout ce qui va avec. Parce que sinon, c'est compliqué. Je reviens encore sur ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à ton COMEX et ton CODIR, ton COMEX, en disant ces personnes, qu'est-ce que moi je vais pouvoir leur apporter et comment est-ce que je vais pouvoir les accompagner. Est-ce qu'à un moment, tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que eux vont pouvoir m'apporter? Parce que c'est aussi recruter son COMEX, recruter des gens qui savent faire des choses que moi, je ne sais peut-être pas faire et j'en ai besoin. Ouais, bien évidemment, moi, je vais travailler avec des gens qui vont m'apprendre des choses. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Euh, Tu vois, j'ai des gens autour de moi, en fait, qui me challengent en permanence et qui m'obligent, en fait, à penser différemment et qui me mettent un peu parfois en difficulté, hein, tu vois, qui me mettent face aussi à mes contradictions. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est hyper riche de pouvoir échanger avec eux. Euh, C'est et ce que donc, je te demandais tout à l'heure. Si tu cherchais aussi des gens qui te challengeaient ouais, un ouais, petit ouais. peu. Ouais, ouais, carrément. Et Hmm, puis, voilà, et moi, j'ai besoin, en fait, qu'ils m'apprennent des choses. hmm, En fait, encore une fois, c'est un échange. Euh, alors après, pour être très clair, je suis quand même je suis plutôt un mode de management où je suis un peu directif, hein, tu vois. Je suis assez à l'aise là-dessus. hmm. Je suis pas très collaboratif, tu vois. Voilà. C'est marrant, c'est pas du tout l'impression qu'on a Ouais. quand on discute avec toi. Donc, je le dis de manière très à l'aise, même si je travaille sur le sujet, Ouais. pour de vrai, tu Hmm, vois. C'est sincère quand je dis ça. Euh, mais globalement, j'ai des idées parfois qui sont arrêtées. Et les gens qui ont des facilités à travailler avec moi, c'est des gens qui sont capables de vraiment remettre en question même les choses profondes auxquelles je crois, tu vois. Et ça, c'est hyper passionnant en vrai, tu vois. Donc oui, ils ont plein de choses à m'apporter. Euh, En tout cas, ce que j'attends d'eux, déjà, je te l'ai dit tout à l'heure, un peu à demi-mot, mais il y a cette notion de loyauté qui, pour moi, qui est très importante, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir des gens sur qui je peux compter à côté de moi. Ce qui va être le plus important, d'ailleurs, est-ce que je dois choisir quelqu'un qui a le plus de compétences ou quelqu'un avec lequel, quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter c'est quoi qui va faire vraiment la différence? Est-ce que je prends le mec le plus compétent ou est-ce que je prends le mec qui avait sur lequel je sens que je vais pouvoir vraiment m'appuyer et compter? hmm. Je pense à choisir, je vais choisir. Il y a une part d'affect ou pas dans ta manière de recruter? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, complètement. Et ça reste encore compatible avec la taille du groupe justement qui est en train de prendre, qui est en train de continuer à croître? Ouais, je me bats pour pas que ça devienne un peu politique. Ouais. Tu vois. Je lutte contre ça euh, parce que on a besoin de continuer à être efficace, tu vois, on a besoin de continuer à avancer, etc. Ça l'est toujours un peu plus quand on grandit, tu vois. Mais est-ce que c'est compatible? J'ai envie d'y croire, quoi. J'ai envie de croire qu'en fait, il y a encore des sentiments dans les relations qu'on partage avec ses collaborateurs, tu vois. Ce soit pas juste un truc froid de compétences et de métier, etc. Ouais, j'ai envie d'y croire. Par contre, là où tu as raison, c'est que c'est de plus en plus difficile. C'est une réalité. Tu Oui, vois. vu la taille critique, en Ouais, tout cas, la complètement. taille critique entre guillemets que Ouais, prend ouais, tout à fait, l'entreprise. complètement. Et Euh, justement, c'est intéressant que tu abordes le sujet politique, ouais. puisque tu arrives justement à un niveau aujourd'hui d'entreprise qui fait que la politique souvent prend de plus en plus de place et s'insinue de plus en plus dans les COMEX et CODIR. Tu disais, j'essaye de lutter contre ça. Concrètement, tu fais quoi pour lutter contre la montée politique au sein de tes équipes? Je prends pas de pincettes pour dire les choses. Ouais. Alors, j'ai 2, 3 règles. En fait, je suis dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Ça, c'est un point qui est important pour moi. Et en fait, euh, souvent, dans les sujets politiques, l'information, c'est le pouvoir. Les gens qui savent ce qui va se passer, ou ce qui s'est dit, ou ce qui s'est passé dans telle réunion, c'est une information qui est clé, etc. Moi, j'essaie d'être le plus transparent avec tout le monde possible sur ce qui se passe, tu vois, dans l'entreprise, dans le groupe, de là où on en est, etc., pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information, tu vois. Avec mes dirigeants, par exemple, je fais toutes les semaines un weekly vidéo où je leur partage les actualités du groupe, tu vois. D'ailleurs, pour rien te cacher, je le fais le dimanche, souvent en fin de journée, dans mon jardin, pour leur expliquer quelles sont les actualités du groupe. C'est à ce moment-là où j'ai du temps. Puis Et c'est donc, bien, c'est le moment où tu es détendu dans ton jardin ouais, le dimanche, exactement. donc tu as un message qui forcément est un peu plus cool. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Et donc, comment je fais pour lutter contre la politique? En fait, chaque endroit est un sujet pour lutter contre le fait qu'il y ait des éléments qui est politique, quoi. Donc, je rappelle en permanence pourquoi on fait les choses, comment on doit les faire, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important. Je m'interdis de passer par un tel ou un tel parce que c'est lui qui est en charge du projet. Donc, des fois, je prends des raccourcis, mais en fait, c'est aussi ça, comme ça qu'on évite la politique. Euh, et parfois, ça peut être un peu difficile pour mes équipes, mais en fait, j'essaye de pas respecter tout ce que de la manière dont devrait fonctionner une entreprise. Tu vois ce que je veux te dire? J'essaye aussi de montrer qu'en fait, tout fonctionne pas
d'une manière idéale et que parfois on a besoin de garder de l'efficacité, du temps. Parce que plus on grossit, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, plus en fait on a des gens qui viennent occuper des places et sur lesquels on est obligé de prendre des pincettes pour dire à l'un et à l'autre qu'en fait c'est pas lui qui va s'occuper du sujet, que c'est l'un autre qui va s'en occuper, etc. Moi je vais le droit à l'efficacité. Par contre je le dis, je dis en fait pour le coup en fait moi ce qui compte pour moi c'est l'efficacité à la façon dont on va gérer les projets, dont on va traiter les sujets, être au plus proche de l'action. Donc, en fait, je vais éviter d'envoyer des mails et puis après qu'on me réponde aux mails et de mettre la bonne personne, etc. Ça crée chez les gens euh, euh, parfois un peu de frustration, tu vois. Parce que, encore une fois, je te parlais de l'information, que l'information, c'est le pouvoir dans les entreprises de manière un peu politique. Et que pour le coup, si tu as oublié dans un mail de mettre quelqu'un qui devrait y être, il se pose des questions, lui, en se disant, mais pourquoi il m'a pas mis dans le mail? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc moi, je détends tout le monde par rapport à ça en disant en fait, moi je vais droit au but. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut pas dire que c'est pas, tu devrais pas t'en occuper, etc. Mais en fait, on essaye de traiter les sujets plutôt qu'effectivement en fait de se poser la question de comment on devrait les traiter. Tu vois. Et je fais un petit pas de côté, une petite digression, mais tu t'es déjà fait justement accompagner au niveau de ton COMEX, ou quoi dire, pour qu'ils travaillent ensemble, peut-être par un coach ou peut-être par des exercices que vous faites ensemble, des séminaires, j'en sais Ouais. rien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites autour du travail justement équipe? Moi, je trouve que ça c'est très important. Et puis je fais intervenir beaucoup de gens à travers nos séminaires. Donc je fais intervenir Virginie Guyot, qui était la première femme à être le leader d'une patrouille, de la patrouille de France, voilà, dans l'aviation, une femme extraordinaire qui nous a partagé en fait ses méthodes pour le briefing et le débriefing avant et après ses vols. Voilà, c'est assez fou. Hein. C'est des avions qui volent à 450 km/h, à quelques mètres les uns des autres. Enfin, il y a un travail collectif qui paraît complètement dingue à mener. Il y a beaucoup d'écho avec ce qu'on fait nous. J'ai fait intervenir Laurent Combalbert aussi, qui était un négociateur du RAID. J'ai fait intervenir un des dirigeants de Michelin, qui a développé Michelin à l'international, etc. Ouais, on fait intervenir plein de gens en fait dans nos entreprises, dans les entreprises, pour nous aider à progresser tous ensemble. Et moi, comme je suis sans arrêt en fait en recherche d'apprentissage, on est vraiment dans une logique où on essaye des choses. Tout ne marche pas, tu vois. On essaye des choses, d'apprendre à mieux communiquer, à mieux se parler, à mieux fonctionner. Ouais, c'est un peu notre méthode. Ouais, Donc tu es curieux alors. ouais, je crois très. En tout cas, tu disais que tu n'avais pas de problématique pour avoir des candidatures spontanées. J'imagine que quand on va écouter ce podcast et qu'on va écouter la manière dont tu diriges ton entreprise aujourd'hui, je ne me fais pas vraiment de soucis. Tu vas encore avoir beaucoup plus de candidatures spontanées. J'en mets ma main à couper. En tout cas, merci beaucoup pour le temps. C'était passionnant de discuter avec toi. J'étais vraiment ravi de faire ta connaissance. J'espère que toi, tu as passé un bon moment aussi, justement, en changeant les rôles. Ouais, c'était génial. L'exercice est sympa. Je me mets à la place de mes invités, Ouais. pour le coup. Et c'est pas toujours facile de répondre aux questions. Hein. Non. Voilà, tu m'as challengé. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec toi. C'était Bon, génial. bah écoute, en tout cas, plaisir partagé. Merci Xavier. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tenir le Cap.